Un fermier millionnaire a chassé sa fille de la maison quand elle est tombée enceinte. Des années plus tard, elle revient pour acheter toutes les terres de son père. Le soleil de fin d'après-midi s'étalait sur les vastes champs de la Bourgogne, dorant les collines et dessinant de longues ombres sur les terres fertiles de la famille Duroy. Au cœur de ce paysage paisible se trouvait la demeure de Bernard Duroy, un homme dont la fortune provenait d'années de labeur acharné, de spéculations agricoles avisées et d'un contrôle sans faille sur tout ce qui portait son nom. La maison principale, construite en pierre calcaire claire, dominait la propriété comme une forteresse imposante et silencieuse. Camille Duroy, sa fille unique, était assise en face de lui à la longue table de chêne massif, dans la salle à manger dont les murs racontèrent l'histoire de générations de cultivateurs prospères. Elle avait 19 ans, les cheveux châtain clair, attachés en une tresse soignée, les yeux sombres fixés sur son assiette. Depuis des années, les repas en tête-à-tête avec son père n'étaient qu'un rituel mécanique, dépourvu de chaleur. Ce soir-là ne faisait pas exception. Le cliquetis des couverts, les bruits du vent contre les fenêtres et le battement discret d'une horloge ancienne étaient les seuls sons présents. Bernard, la soixantaine rigide, mangeait lentement, les gestes calculés. Il portait toujours une chemise propre et un gilet de laine, même lorsqu'il n'attendait personne. Pour lui, la discipline était une forme de respect envers la terre et ses ancêtres. Camille, elle, avait grandi dans cette ambiance de règles non dites, d'affection mesurée et d'obligations déguisées en tradition. Depuis plusieurs jours, une tension subtile s'était installée. Camille restait plus longtemps que d'habitude dans sa chambre et évitait les promenades habituelles sur les terres. Bernard l'avait remarqué, mais comme toujours, il n'avait rien dit. Dans cette maison, le silence était un langage en soi, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Ce soir-là, elle n'avait presque rien touché à son assiette. Le bœuf bourguignon refroidissait à côté de ses couverts. Bernard, après quelques minutes de silence, leva enfin les yeux vers elle. « Tu n'as pas faim ?» Sa voix était grave, sans colère, mais sans tendresse non plus. Camille hocha la tête. « Si, un peu fatigué, c'est tout. » Il ne répondit pas, observant sa fille quelques secondes de plus avant de retourner à sa viande. Mais quelque chose en elle vibrait, une sorte d'impatience contenue, comme un barrage prêt à céder. Elle sentait le poids d'un secret enflé dans sa gorge depuis des semaines, prenant la forme d'un battement sourd dans sa poitrine. Elle avait répété 100 fois les mots qu'elle devait dire, les avait murmurés en cachette devant le miroir ou en regardant les champs s'étendre à perte de vue. Mais face à ce père impénétrable, tout semblait plus difficile. Après le repas, comme toujours, Bernard prit une tasse de café noir et s'installa dans son fauteuil préféré, près de la cheminée, un livre sur les genoux qu'il n'ouvrait jamais vraiment. Camille resta à la table, jouant nerveusement avec une serviette en tissu. L'envie de parler était plus forte que jamais, mais la peur du rejet, du jugement, était tout aussi puissante. Elle savait que ce qu'elle avait à révéler allait briser ce fragile équilibre, que plus rien ne serait jamais comme avant. La nuit tombait lentement sur la propriété. Les étoiles perçaient un ciel sans nuages. Camille quitta enfin la table et monta dans sa chambre, laissant derrière elle l'écho du silence pesant. Assise sur son lit, les mains posées sur son ventre encore plat, elle ferma les yeux. Le secret qu'elle portait ne pouvait pas rester enfermé plus longtemps. Elle se promit que le lendemain matin, elle parlerait. Peu importe les conséquences. Dans cette maison de silence et de contrôle, une étincelle venait d'être allumée. Et ce dîner figé dans l'indifférence marquait sans le savoir la fin d'une ère. À l'extérieur, le vent soufflait doucement entre les vignes, comme s'il portait déjà les prémices d'une tempête. Le matin suivant se leva dans une brume froide qui enveloppait les vignes et les haies du domaine du roi. Un silence pesant régnait sur la propriété, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Camille était déjà réveillée, assise devant sa fenêtre ouverte, le visage pâle et les mains serrées sur ses genoux. Le froid pénétrait sa chambre, mais elle ne bougeait pas. Aujourd'hui, elle allait parler. Elle avait répété ces phrases toute la nuit, redoutant la réaction, tentant d'anticiper l'inévitable rejet. Mais elle ne pouvait plus porter seule ce poids. Elle descendit lentement les escaliers, les marches en bois grinçant sous ses pas. Dans la cuisine, son père, déjà installé, lisait un journal local tout en buvant un café. L'odeur du pain grillé et du beurre chaud flottait dans l'air. Camille s'approcha de la table, les jambes un peu tremblantes. Elle resta debout un instant, le regard fixé sur la cafetière. « Papa, il faut que je te dise quelque chose. »
Bernard baissa lentement son journal. Son regard, dur et perçant, se posa sur elle. Il ne répondit pas immédiatement. Camille inspira profondément, la gorge serrée. « Je suis enceinte. » Un silence glacial tomba dans la pièce. Le temps sembla suspendu. Bernard ne bougea pas. Puis, lentement, il se leva. Son visage demeurait figé, mais ses yeux s'assombrissaient à vue d'œil. Il contourna la table, s'arrêta devant elle, la regardant de toute sa hauteur. Camille ne pouvait plus soutenir son regard. « De qui ?» demanda-t-il enfin, la voix tranchante. « Ce n'est pas important, » murmura-t-elle. « Comment oses-tu » rugit-il soudain, faisant trembler les murs. « Tu portes un enfant sans nom, sans alliance dans cette maison, sous mon toit ?» Camille recula d'un pas, les larmes aux yeux. Elle savait que ce moment serait dur, mais jamais elle n'aurait imaginé cette violence. Bernard leva le bras, non pour la frapper, mais pour désigner la porte derrière elle. « Dehors. Papa, je t'en prie, écoute-moi. »« Dehors !» cria-t-il à nouveau. « Tu n'es plus ma fille. Tu as souillé notre nom, tu as craché sur tout ce que j'ai construit. Je ne veux plus te voir ici. Prends ce que tu veux, mais ne remets plus jamais les pieds sur mes terres. » Camille sentit une lame glacée transpercer sa poitrine. Les mots faisaient plus mal que n'importe quel coup. Elle recula encore, puis tourna les talons. Elle monta en courant dans sa chambre, prit un sac de voyage et y jeta quelques vêtements à la hâte. Elle tremblait, pleurait, mais agissait mécaniquement. Elle savait que son père ne reviendrait pas sur ses paroles. Moins d'une heure plus tard, elle était dehors, debout devant la grande maison où elle avait passé toute sa vie. Aucun domestique n'osait s'approcher. Bernard restait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il ne disait rien, ne bougeait pas. Camille, la gorge nouée, tenta un dernier regard. « Tu me chasses alors que je suis ta fille. Ton sang... » Il détourna simplement le regard. Ce fut la dernière image qu'elle garda de lui ce jour-là. Elle s'éloigna à pied, le sac sur l'épaule, marchant sans but, les pieds glissant dans la boue gelée du chemin. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait pas d'amis proches, pas de famille maternelle à contacter. Sa mère était morte lorsqu'elle avait à peine 10 ans. Et depuis, Bernard avait dressé autour d'eux un mur infranchissable. Camille n'avait jamais vraiment appris à vivre en dehors de la bulle du domaine. Le vent lui fouettait le visage. Elle marcha longtemps, s'arrêtant seulement pour reprendre son souffle ou sécher ses larmes. À la tombée de la nuit, elle atteignit un petit village en bordure de Dijon. Là, dans une ruelle discrète, elle trouva un foyer pour jeunes femmes en difficulté. L'accueil était sommaire mais humain. On lui offrit une soupe chaude et un lit pour la nuit. Elle ne dit presque rien, se contentant de murmurer son prénom et de préciser qu'elle était enceinte. Camille passa sa première nuit loin du domaine, dans une chambre partagée avec 2 autres femmes. L'odeur de moisi et les ronflements d'une des pensionnaires ne l'empêchèrent pas de sombrer dans un sommeil profond, vaincue par l'épuisement physique et émotionnel. Elle rêva de la ferme, des vignes, de sa mère chantant près du puits, et du visage dur de son père, refusant de l'écouter. Le lendemain, elle se réveilla avec un seul objectif, survivre. Elle n'avait rien, mais elle avait en elle une nouvelle vie, et malgré tout ce qu'elle avait perdu, elle n'était pas seule. Elle avait son enfant. Elle se jura alors, dans ce petit lit inconfortable, que jamais son enfant ne connaîtrait la froideur d'un amour conditionnel, et que d'une manière ou d'une autre, elle construirait quelque chose de nouveau, pour elle, pour lui, pour effacer l'empreinte douloureuse de son nom. Dijon, bien que plus proche du monde que Camille ne l'avait jamais connu, lui paraissait comme une planète étrangère. Les bruits de la ville, le va-et-vient incessant des voitures, les passants indifférents, tout cela la désorientait autant que cela l'intriguait. Elle n'avait jamais appris à se débrouiller seule. Dans la ferme de son père, chaque besoin matériel était comblé, chaque tâche assignée à un employé ou exécutée selon une routine immuable. À présent, elle devait tout apprendre, depuis demander une information dans la rue jusqu'à comprendre les horaires d'un bus. Les jours suivants furent un enchaînement de démarches incertaines. Après 3 nuits passées dans le foyer pour femmes, elle comprit qu'elle ne pourrait y rester indéfiniment. Elle essaya d'obtenir un emploi, mais sans formation spécifique ni adresse fixe, les refus s'enchaînaient. Les rares pièces qu'elle avait emportées dans son sac fondaient comme neige au soleil. Elle mangeait peu, souvent un simple morceau de pain qu'on lui donnait dans une boulangerie compatissante. Elle passait ses journées à marcher, parfois juste pour ne pas penser, parfois pour chercher un abri ou un endroit chaud. Le ventre de Camille commençait à s'arrondir légèrement.
Rien de très visible encore, mais elle le sentait. Par moments, elle posait les mains sur lui et se parlait à elle-même, comme pour rappeler à ce petit être qu'il n'était pas seul. Cela lui donnait de la force. Elle devait tenir, avancer, même si chaque pas semblait plus lourd que le précédent. C'est par un matin pluvieux, alors qu'elle s'abritait sous le auvent d'une boutique, qu'elle fit la rencontre qui allait changer sa trajectoire. La boutique en question était une petite fleuristerie, dont la vitrine débordait de plantes en pot et de compositions florales colorées malgré le ciel gris. La propriétaire, une femme d'un certain âge au visage doux et au geste calme, la remarqua. « Vous avez l'air gelée, ma petite. Entrez donc un instant, vous allez attraper la mort. » Camille hésita. Elle avait l'habitude d'être ignorée, regardée de travers, ou même repoussée. Mais cette voix n'avait rien d'hostile. Elle entra, silencieuse, trempée jusqu'aux os. La chaleur de l'intérieur et l'odeur des fleurs fraîches lui donnèrent presque envie de pleurer. « Je m'appelle Margot, » dit la femme en lui tendant une serviette. « Séchez-vous un peu. Vous voulez du thé ?» Camille hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Une tasse plus tard, réchauffée et un peu rassurée, elle expliqua brièvement sa situation. Elle ne donna pas de détails sur sa famille, se contentant de dire qu'elle avait été rejetée. Margot écouta sans interrompre, puis l'observa longuement. « Vous pouvez rester ici quelque temps, si vous le souhaitez. J'ai une chambre libre à l'étage. En échange, vous pourriez m'aider un peu avec les plantes. Ce n'est pas compliqué, et j'ai du mal à porter les caisses maintenant. » Camille fut stupéfaite. La proposition semblait irréelle. Elle hésita, se demanda s'il y avait un piège, mais le regard de Margot était sincère. Elle accepta. Ce soir-là, pour la première fois depuis son départ, elle dormit dans un vrai lit, dans une chambre modeste mais propre, avec des rideaux aux fenêtres et une odeur de lavande dans l'air. Les jours suivants, elle apprit les noms des fleurs, l'art de les couper, de les entretenir, de composer des bouquets qui semblaient raconter des histoires. Elle n'avait jamais su qu'un métier aussi délicat pouvait contenir autant de savoir et d'émotions. Margot était patiente, pédagogue, et peu à peu Camille retrouvait un rythme. Elle se sentait utile, et surtout respectée. Margot ne posait pas de questions indiscrètes. Elle semblait comprendre que certains silences avaient besoin de temps. Elle parlait souvent de son passé, de son mari décédé, de ses voyages en Provence, de ses débuts dans le commerce agricole, avant de tout quitter pour ouvrir la fleuristerie. Camille écoutait avec attention, apprenant non seulement sur les fleurs, mais sur la vie, les choix, les regrets et les recommencements. Elle commença aussi à fréquenter la bibliothèque municipale. Elle voulait étudier, reprendre les bases qu'elle avait négligées dans la ferme, apprendre l'économie, la gestion, les plantes sous un autre angle que celui de la tradition. Elle empruntait des livres chaque semaine et étudiait le soir, dans sa chambre, pendant que Margot lisait au rez-de-chaussée. Son ventre grandissait. Les premiers mouvements de l'enfant la surprirent une nuit, comme une bulle qui éclate doucement sous la peau. Elle en pleura de joie silencieuse. Cet enfant n'était pas une erreur, pas une malédiction, mais une lumière dans le noir. La fleuristerie, avec ses couleurs, son odeur de terre mouillée et de feuillage, devenait un foyer. Les clientes commençaient à saluer Camille par son prénom, certaines lui demandèrent conseil. Elle se redressait, souriait, répondait avec assurance. Ce n'était pas la vie qu'on avait choisie pour elle, mais c'était celle qu'elle construisait, pierre après pierre, sans aide, sans filet. Elle ne pensait plus chaque jour à son père. Le nom d'Urouet s'éloignait doucement dans sa mémoire, comme un écho lointain. Mais parfois, dans le silence de la nuit, elle revoyait la ferme, la table massive, le regard dur de Bernard, et elle se promettait, sans haine mais avec fermeté, qu'un jour, ce nom ne serait plus une blessure, mais un souvenir que son propre enfant ne porterait jamais. L'hiver s'installait sur Dijon, avec ses brumes épaisses et ses matins gelés. Les toits blancs de givre semblaient figer la ville dans une attente silencieuse. Pour Camille, chaque jour devenait plus lourd. Son ventre, désormais bien arrondi, rendait chaque mouvement plus lent, chaque effort plus intense. Pourtant, elle refusait de céder à la fatigue. Elle continuait à travailler dans la boutique de Margot, même si celle-ci insistait de plus en plus pour qu'elle se repose. « Tu dois penser à toi, à lui », disait Margot en posant la main doucement sur le ventre de Camille. Mais Camille avait besoin de se sentir active, utile. L'idée de s'arrêter lui faisait peur, comme si le moindre instant de pause risquait de réveiller la douleur de son passé. Travailler, apprendre,
se rendre indispensable. C'était sa manière de survivre, de bâtir quelque chose de nouveau. Les douleurs commencèrent au cœur de la nuit, lors d'un de ces soirs glacés où les rues sont vides et les vitres embuées. Camille se redressa dans son lit, le souffle court. Une pression, puis une autre, plus forte. Elle tenta de respirer calmement, comme elle avait lu dans les livres empruntés à la bibliothèque. Mais bientôt, elle comprit que le moment était venu. Margot monta en trombe à l'étage dès qu'elle entendit le cri étouffé. Elle trouva Camille penchée contre le mur, les mains crispées sur le bois du lit. Sans un mot, elle l'aida à s'habiller, prépara un sac qu'elle avait déjà prévu au cas où, et appela un taxi. L'hôpital le plus proche n'était qu'à 15 minutes, mais chaque seconde paraissait une éternité. Camille resta silencieuse pendant le trajet. Les contractions la coupèrent du monde. Elle s'accrochait à la main de Margot comme à une bouée. À l'hôpital, tout s'accéléra. Examen, couloir blanc, lumière forte. On la fit allonger dans une salle d'accouchement. Elle avait peur, mais plus que tout, elle se sentait déterminée. Elle voulait voir son fils, le tenir, l'embrasser, lui dire qu'il n'était pas seul, qu'il n'avait jamais été une erreur. L'accouchement fut long. Des heures de douleur, de cris étouffés, de forces puisées dans les recoins les plus obscurs de son être. Margot resta à ses côtés, lui tenant la main, l'encourageant avec une douceur inébranlable. Et puis, soudain, un cri perça l'air, un cri neuf, vivant, le cri d'un commencement. Quand on lui posa l'enfant contre la poitrine, Camille fondit en larmes. C'était un garçon petit, chaud, avec des poings serrés et un regard fermé comme un secret. Elle l'appela Louis, un prénom qu'elle avait murmuré plusieurs fois dans ses rêveries nocturnes, sans jamais l'avouer à personne. Les jours suivants, elle resta à l'hôpital, entourée de soins mais aussi de solitude. Elle observait son fils dormir, le nourrissait, lui chantait des berceuses qu'elle inventait à mi-voix. Margot venait chaque jour, apportant des vêtements, des fleurs, des mots tendres. Mais c'était à Camille de découvrir ce nouveau rôle, cette maternité naissante qu'aucun livre ne pouvait vraiment enseigner. De retour à la maison, les habitudes changèrent. La boutique fonctionnait toujours, mais au ralenti. Camille s'organisa entre les biberons, les pleurs nocturnes et les siestes du nourrisson. Elle continua à étudier, à distance cette fois, dans les heures calmes. Elle voulait comprendre l'économie verte, les modèles durables, les nouvelles technologies agricoles. Quelque chose en elle bouillonnait, un projet diffus, encore flou, mais bien réel. Chaque fois qu'elle regardait Louis, elle se sentait habitée d'une force nouvelle. Ce n'était plus la colère qui la portait, ni même la douleur du rejet. C'était un besoin irrépressible de construire, de prouver, non pas au monde, mais à elle-même, qu'elle était capable. Que ce que son père avait qualifié de déshonneur deviendrait sa plus grande fierté. Les mois passaient. Louis grandissait vite. Il riait, gazouillait, s'accrochait aux doigts de sa mère avec une confiance sans limite. Camille, elle, gagnait en assurance. Elle parlait désormais avec aplomb aux clients de la boutique, négociait les prix des plantes avec les fournisseurs, faisait des choix que Margot validait d'un simple sourire. Il n'y avait plus de pitié entre elles, seulement un respect profond, forgé dans les moments les plus rudes. Un jour, en rangeant des cartons dans l'arrière-boutique, Margot dit à Camille d'un ton calme « Tu sais, tu n'es pas faite pour vendre des fleurs toute ta vie. » Camille se figea, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Que tu as en toi quelque chose de plus vaste. Tu as l'instinct de la terre, pas seulement pour la cultiver, mais pour la transformer. Je l'ai vu dans ta manière d'organiser l'espace ici, dans les choix que tu fais pour les plantes, dans la façon dont tu regardes une simple tige de lavande. Tu comprends les cycles, les besoins. Et surtout, tu ne veux pas répéter les modèles anciens. » Camille resta silencieuse. Les mots de Margot l'avaient touchée au cœur. « Tu crois que je pourrais... Je crois que tu dois, » répondit Margot. « Et je crois que je peux t'aider. » Ce soir-là, Camille mit Louise au lit, puis s'assit à son bureau, le cœur battant. Pour la première fois, elle osa poser sur le papier ce qu'elle n'avait jamais formulé, l'idée d'un projet, d'un futur dans l'agriculture, mais pas celle de son père. Une agriculture ouverte, éthique, où la terre ne serait pas seulement exploitée mais respectée. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle avait compris que sa vie ne serait plus jamais subie. Elle allait choisir chaque pas. Pour elle, pour Louis, pour cette nouvelle existence qui naissait comme une plante fragile mais tenace entre les pierres d'un passé brisé. Les années passèrent sans bruit, tissées de jours modestes et de nuits courtes, rythmées par le travail,
les apprentissages et les rires de Louis qui grandissaient entre les fleurs et les cahiers. Camille, à présent dans la vingtaine avancée, avait réussi à transformer cette vie précaire en une existence stable. Elle ne possédait pas grand-chose, mais elle avait bâti un monde à sa mesure, avec ses choix, ses valeurs, et surtout sa dignité retrouvée. Elle ne parlait jamais de Bernard, son père, mais son silence sur lui n'était plus une plaie vive. C'était un territoire abandonné, une terre que l'on choisit de ne plus cultiver. Un matin de printemps, alors qu'elle rangeait de vieux cartons dans l'arrière-boutique de la fleuristerie, elle tomba sur une boîte en fer-blanc qu'elle avait oubliée depuis longtemps. À l'intérieur, des carnets, des papiers froissés et tout au fond, une lettre. Elle la reconnut immédiatement. C'était celle qu'elle avait écrite peu après son installation chez Margot, dans les semaines qui avaient suivi la naissance de Louis. Une lettre pour son père, jamais envoyée. Ses doigts tremblaient légèrement en dépliant la feuille. L'encre avait pâli, mais les mots étaient là, bruts, sincères, douloureux. Elle avait écrit avec la rage et la tristesse mêlées, lui parlant du rejet, du froid, de la peur, mais aussi de l'enfant, de l'espoir et de ce qu'elle avait ressenti en devenant mère. Elle n'avait jamais eu le courage de poster cette lettre. Elle l'avait gardée, comme un fardeau secret, un vestige d'un moment où elle pensait encore qu'un lien pouvait être réparé. Assise sur le sol, entre les pots de terre et les cartons de tiges séchées, Camille lut chaque mot en silence. À la fin de la lecture, elle ne pleura pas. Quelque chose en elle s'était apaisé. Cette lettre n'avait plus besoin d'être envoyée. Elle n'était plus une tentative désespérée de reconnaissance. Elle était devenue un témoignage d'un passage, d'un seuil franchi. Elle rangea la feuille à part, dans un petit tiroir qu'elle n'ouvrait jamais. Puis elle se leva et retourna à son travail. Ce même mois, Margot l'invita à déjeuner chez elle un dimanche. La maison de Margot, située dans un quartier discret et verdoyant de Dijon, était un lieu charmant, plein de souvenirs d'une vie bien remplie. Les murs étaient couverts de tableaux champêtres, de photographies anciennes et de livres de toutes sortes. Ce jour-là, Margot lui révéla une facette de son passé que Camille ne soupçonnait pas. « Tu sais, avant les fleurs, j'étais dans l'agroalimentaire. J'ai dirigé une coopérative pendant presque 15 ans. On faisait de la transformation de produits agricoles en circuit court. C'était avant que je me lasse du bruit, des réunions, des chiffres. Camille écoutait, fascinée. Margot lui parla alors d'un nouveau projet auquel elle avait été conviée par d'anciens collègues. Un plan de relance pour une zone agricole laissée à l'abandon, fondée sur des pratiques durables avec un modèle de gestion ouvert aux jeunes producteurs. Il cherchait à quelqu'un de motivé, de compétent, mais aussi de neuf. Quelqu'un qui n'était pas encore enfermé dans les logiques anciennes. « J'ai parlé de toi, » dit Margot. « Ils veulent te rencontrer. » Camille resta interdite. Elle n'avait jamais osé rêver aussi grand. Gérer un projet agricole. Elle n'était pas ingénieure, ni issue d'une grande école. Mais elle avait lu, expérimenté, appris sur le terrain, en silence, pendant toutes ces années. Et plus encore, elle comprenait la terre. Non pas comme un héritage ou une propriété, mais comme un cycle, une promesse. Elle accepta le rendez-vous. Lors de la réunion, elle écouta d'abord, prenant des notes, posant des questions. Puis, elle parla, avec calme, sans chercher à impressionner. Elle parla de son expérience dans la boutique, de ses études autodidactes, de sa vision d'une agriculture accessible, respectueuse, ancrée dans les besoins réels des gens. À la fin de la présentation, les visages autour de la table n'avaient plus rien de sceptique. Elle avait convaincu. Quelques semaines plus tard, elle fut intégrée au projet comme co-gestionnaire d'un pôle pilote. Elle aurait son mot à dire, ses décisions à prendre. Ce n'était pas un poste symbolique. On attendait d'elle des résultats. Et Camille était prête. Elle s'investit corps et âme, travaillant de longues heures, se formant en parallèle sur les aspects juridiques et financiers, rencontrant d'autres agriculteurs, jeunes et anciens, partageant avec eux son regard neuf. C'est au cours d'une de ces réunions techniques qu'elle vit, imprimé sur une feuille, un nom qu'elle croyait ne plus jamais revoir, Duroy & Fils. Il figurait dans la liste des exploitations mises aux enchères pour dettes accumulées. Son cœur fit un bond. Elle relut plusieurs fois, cherchant un doute, une erreur. Mais non, c'était bien le nom de son père, attaché à un lot de terres en déclin, objet d'un futur appel d'offres. Elle ne dit rien à personne ce jour-là. Elle rentra chez elle, s'assit à son bureau
et resta là des heures, les mains croisées. Le passé qu'elle avait laissé derrière revenait à elle par la porte du marché. Elle avait la possibilité de racheter ses terres. Pas pour les posséder, mais pour reprendre en main ce qu'on lui avait arraché, pour donner un autre sens à l'héritage qu'on lui avait refusé. Cette fois, elle n'écrivit pas de lettres. Elle n'avait plus besoin de mots. Ce qu'elle ferait désormais, elle le ferait avec des actes. Les semaines qui suivirent la découverte du nom Duroy & Fields sur le procès-verbal furent parmi les plus tendues de la vie de Camille. Elle s'efforçait de garder son calme, de ne rien laisser paraître, mais quelque chose d'ancien et de profond bouillonnait en elle. Ce nom, qu'elle avait appris à bannir de sa bouche, refaisait surface non pas comme un souvenir, mais comme une opportunité. La terre de son père, autrefois intouchable, protégée par une richesse arrogante et une autorité impitoyable, se retrouvait aujourd'hui fragilisée, menacée par les dettes et les erreurs de gestion. Et c'était elle, Camille, que le destin plaçait à la croisée de ce retournement. Elle n'en parla pas à Margot immédiatement. Elle préférait observer, analyser, comprendre l'ampleur de la situation avant de prendre une décision. Elle se rendit en cachette à la chambre de commerce locale, où les archives foncières et les documents fiscaux étaient consultables sur rendez-vous. Là, elle parcourut des dizaines de pages, retraçant les dernières années d'activité des exploitations du roi. Elle découvrit une série de mauvaises décisions. Investissements risqués, dettes contractées pour des équipements obsolètes, litiges avec des fournisseurs. Le tout dissimulé derrière un nom encore redouté dans la région, mais désormais vidé de sa force. La ferme de son enfance, avec ses hectares de vignes, de blé et de bétail, faisait partie des lots bientôt mis aux enchères dans une procédure discrète mais irréversible. Le choc fut immense. Elle aurait pu se réjouir, y voir une forme de justice poétique, mais elle ne ressentait ni satisfaction ni vengeance. Ce qu'elle voyait, c'était un territoire qu'elle avait aimé, un sol qu'elle avait foulé pieds nus dans sa jeunesse, des arbres qu'elle connaissait par cœur. Et au-delà de tout, l'évidence, elle pouvait agir. Elle pouvait transformer cette chute en une naissance nouvelle. Camille décida de ne pas apparaître publiquement, du moins, pas encore. Elle réunit Margot, ainsi que 2 partenaires du projet de développement agricole durable auquel elle faisait confiance. Elle exposa la situation, les faits et son intention. Elle parla sans colère, avec la même clarté méthodique qu'elle avait acquise à force de persévérance. Je veux racheter ces terres, pas pour les posséder, pour les réparer, pour les faire revivre autrement. Margot la fixa longuement avant de répondre. « Tu es prête pour ça ?»« Je ne sais pas, » murmura Camille. « Mais je suis prête à essayer. » Ils mirent au point une stratégie. Camille utiliserait une société tierce, fondée par Margot mais dirigée administrativement par un associé extérieur, pour éviter que son nom n'apparaisse. Ainsi, elle pourrait participer aux premières acquisitions sans alerter personne. En parallèle, elle prit contact avec d'anciens employés de la ferme du roi, ceux que son père avait laissés de côté ou licenciés sans explication. Beaucoup d'entre eux l'avaient connue enfant. Lorsqu'elle réapparut dans leur vie, ils la reconnurent et l'écoutèrent avec attention. « Vous souvenez-vous de moi ?» demanda-t-elle un jour à un ancien vigneron du domaine. « On n'oublie pas les enfants qui regardent les vendanges comme un miracle, » répondit-il. Camille ne fit aucune promesse. Elle proposa un avenir différent, dans une structure coopérative où chacun aurait sa part, son mot à dire. Elle exposa les principes de l'agriculture régénérative, de la diversification des cultures, des partenariats directs avec les marchés locaux. Elle parla avec sincérité et vision. Et peu à peu, les anciens visages firent des signes d'acquiescement. Certains revinrent, d'autres hésitaient encore. Mais une graine avait été plantée. Les premiers achats de parcelles commencèrent discrètement. Des terres en friche, des vignobles fatigués, des silos à moitié vides. Camille, par l'intermédiaire de Margot, signait, classait, gérait. Chaque acte était un pas de plus vers la reconquête. Elle ne ressentait pas le besoin d'expliquer ni de se justifier. Elle avançait, déterminée, concentrée. Le monde agricole, souvent hermétique aux jeunes femmes, encore plus à celles issues d'une rupture familiale, s'ouvrait peu à peu à cette nouvelle figure dont l'aura ne cessait de croître. Dans les salons professionnels, dans les réunions techniques, dans les coopératives en mutation, le nom de Camille, jamais rattaché publiquement à celui de Bernard, commençait à circuler. Elle était perçue comme une entrepreneure sérieuse, une gestionnaire talentueuse.
mais aussi comme une femme de terrain capable de discuter avec un ingénieur agronome le matin et de planter des semis l'après-midi. Son charisme silencieux, sa façon d'écouter plus qu'elle ne parlait, inspirait confiance. À mesure que les terres s'ajoutaient, une nouvelle carte se dessinait. Un cercle d'exploitation se formait autour du noyau central, l'ancienne ferme du roi. Bientôt, il ne manquerait plus que ce dernier cœur pour compléter le projet. Et ce cœur, elle le savait, viendrait sous peu aux enchères. Ce serait la dernière étape. Dans les journaux locaux, les rumeurs circulaient. Un nouvel acteur acquérait des terres dans la région. Les anciens spéculaient. Certains parlaient de fonds étrangers, d'autres d'un groupe écologique du sud de la France. Personne ne soupçonnait Camille, et cela lui convenait. Elle voulait que la vérité éclate au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard. Pas pour blesser, mais pour affirmer. Un soir, en rentrant chez elle après une longue réunion à Beaune, elle trouva Louis assis à son bureau, un livre d'agriculture ouvert devant lui. Il avait maintenant presque 10 ans, curieux et sensible, les yeux de plus en plus semblables à ceux de sa mère. Il la regarda et dit « Tu vas sauver cette terre, hein ?» Camille s'approcha, passa la main dans ses cheveux. « Non, Louis, on va la transformer, ensemble. » Camille comprenait qu'une bataille aussi symbolique que celle qu'elle menait ne pouvait être gagnée par la précipitation ou l'orgueil. Chaque mouvement devait être pesé, chaque décision mûrie. À présent, à la tête d'un ensemble cohérent de terres en Bourgogne, elle ne cherchait pas les projecteurs, mais la stabilité, le respect et l'efficacité. Elle savait que le moindre faux pas, la moindre indiscrétion, pouvait dévoiler son identité avant le moment juste, et cela compromettrait tout. Elle avançait avec une prudence calculée, presque froide, mais derrière chaque geste se cachait une flamme inébranlable. L'ancienne ferme de Bernard, le cœur du domaine familial, n'était pas encore mise aux enchères, mais tout indiquait qu'elle le serait bientôt. Les dettes s'accumulaient, les procédures juridiques s'enchaînaient, les créanciers devenaient plus bruyants. Camille suivait les informations via des avocats associés au projet de Margot. Elle savait que ce moment approchait et qu'elle devait être prête. Pendant ce temps, elle continuait à développer sa réputation dans le secteur agricole. Sa société, bien que modeste en apparence, attirait de plus en plus l'attention par la qualité de ses productions, la clarté de sa gestion et l'engagement éthique qu'elle représentait. Elle ne participait pas aux grands salons parisiens, mais elle était invitée dans les cercles régionaux qui comptaient. Son nom, encore séparé de celui des Duroy, circulait avec respect. On parlait d'elle comme d'une femme visionnaire, discrète, mais puissante. Les plus anciens, ceux qui l'avaient connue enfant, devinaient sans poser de questions. Ils la regardaient avec cette forme de reconnaissance muette que seule une vérité partagée en silence peut produire. Camille ne cherchait pas à se faire aimer. Elle cherchait à reconstruire, pierre par pierre, un territoire de justice et de transformation. Elle participait à des formations, accompagnait de jeunes producteurs, montait des partenariats avec des écoles agricoles et surtout écoutait. Elle écoutait les paysans qui n'avaient jamais quitté leur terre, les femmes qui tentaient d'entrer dans un monde encore trop masculin, les saisonniers invisibles aux yeux des institutions. Elle ne se plaçait jamais au-dessus. Elle se voulait parmi. Cette stratégie d'invisibilité active s'étendait jusque dans sa vie privée. À Dijon, elle menait une existence simple. Louis allait à l'école, participait aux activités de la coopérative, aidait parfois à l'atelier floral les week-ends. Il grandissait dans une ambiance de respect et de vérité, mais Camille ne lui avait jamais menti. Elle lui avait parlé de son grand-père, sans haine, sans détails inutiles, mais avec assez de clarté pour que l'enfant comprenne que leur histoire était faite de ruptures, mais aussi de choix. Louis n'exprimait ni colère ni ressentiment. Il semblait comprendre, à sa manière, que sa mère écrivait une histoire plus grande qu'elle-même. Une fois par mois, Camille faisait le tour de ses terres. Elle parlait avec les exploitants, vérifiait les cultures, observait les sols. Ce n'était pas seulement pour contrôler, elle voulait sentir, comprendre les rythmes, voir de ses propres yeux les fruits de son engagement. À chaque visite, elle se souvenait de son enfance, de la rigueur de Bernard, du silence de leur maison, du poids des traditions. Elle mesurait la distance qu'elle avait parcourue et ce qu'il lui restait à faire. Le réseau qu'elle avait construit avec Margot s'élargissait. D'autres femmes rejoignaient le projet, d'autres jeunes issus de milieux défavorisés trouvaient dans ces terres une chance de commencer. Camille refusait le modèle classique de la hiérarchie autoritaire.
Elle parlait d'horizontalité, de participation. Chaque décision importante était soumise à discussion, chaque nouveau projet passait par une validation collective. Cela ralentissait parfois le processus, mais renforçait la solidité de l'ensemble. Quand la nouvelle arriva un matin d'automne, elle ne fut pas surprise. La ferme du Roi, le dernier bastion du nom, serait mise aux enchères dans 2 mois. La vente se ferait par adjudication privée, destinée aux investisseurs du secteur. Camille lut le communiqué avec une attention glacée. Elle connaissait chaque mètre carré de cette terre. Elle savait la valeur réelle et symbolique du lieu. Et plus encore, elle savait qu'il était temps. Elle convoqua Margot et ses associés pour une réunion confidentielle. Ensemble, ils dressèrent le plan d'action. Camille serait présente au jour de la vente. Cette fois, elle ne se cacherait plus. Elle s'était préparée pendant des années pour ce moment, non pas pour humilier Bernard, mais pour reprendre en main un morceau de sa propre histoire. Mais avant cela, il fallait encore renforcer les fondations. Dans les semaines suivantes, elle fit des ajustements dans la coopérative, transféra certains titres, stabilisa les finances, assura les alliances. Chaque décision était prise avec rigueur, comme un jeu d'échecs où la moindre erreur pouvait faire basculer l'ensemble. Elle s'entraînait aussi à sa manière à affronter la présence de son père. Elle imaginait les regards, les silences, les gestes. Elle savait qu'il serait là. Il ne pourrait pas ne pas venir. Parallèlement, elle reçut une lettre, écrite à la main, avec une calligraphie qu'elle reconnut immédiatement, celle d'un ancien employé de son père, aujourd'hui, à la retraite. La lettre ne contenait que quelques lignes. L'homme avait appris la vente et devinait que Camille y prendrait part. Il ne lui demandait rien, ne la flattait pas. Il lui disait seulement « Quoi qu'il arrive, ce qui pousse aujourd'hui sur cette terre est plus beau que ce que j'y ai jamais vu. Merci. » Camille garda la lettre dans son portefeuille, sans la montrer à personne. C'était peut-être cela, la réparation. Non pas le retour en arrière, mais la création d'un présent plus fort que les blessures d'hier. Le silence de Bernard, pendant tout ce temps, restait total. Il ne s'était jamais manifesté. Mais elle savait qu'il observait. Il n'était pas homme à rester passif devant une menace, surtout si elle venait de son propre sang. Mais cette fois, la menace n'était pas une attaque. C'était une renaissance, et elle ne pouvait être arrêtée. Le jour se leva sur la foire agricole de Saulieu avec l'odeur du pain frais, du fumier et des pommes mûres. Le ciel était d'un gris calme, l'air chargé d'humidité. La Bourgogne, dans sa noblesse rurale, exposait ses produits, ses bêtes, ses savoir-faire et ses visages. C'était une de ces foires où le monde agricole s'observe, se jauge, se raconte. Camille y venait depuis peu, mais à chaque fois, elle s'y sentait plus légitime. Non par le nom qu'elle portait, mais par le travail accompli, les partenariats tissés, les hectares cultivés avec éthique. Elle déambulait entre les stands, accompagnée de Louis, désormais adolescent. Il portait fièrement une veste de la coopérative, s'arrêtant pour observer une démonstration de tonte de mouton, poser des questions sur les nouvelles machines agricoles, goûter aux fromages locaux. Camille, elle, discutait avec des éleveurs, échangeait des cartes, parlait de nouveaux financements. Elle tenait un carnet dans la poche intérieure de son manteau, y notant chaque détail important, chaque contact utile. Elle s'arrêta devant un stand de semences anciennes, où un homme parlait avec passion de la conservation des variétés oubliées. Elle échangea quelques mots avec lui, posa des questions précises. L'homme, impressionné, lui proposa de la rencontrer plus tard pour discuter d'une possible collaboration sur un programme de replantation. Camille accepta, notant le rendez-vous. Louis revint vers elle, un sachet de noix à la main. Ils rirent ensemble. Elle lui passa la main dans les cheveux, geste d'une tendresse spontanée qu'elle avait développée au fil des années. Louis avait hérité de sa patience, mais aussi de son esprit analytique. Il observait toujours plus qu'il ne parlait. Ils arrivèrent devant un grand chapiteau où se tenait une conférence sur les nouvelles dynamiques du foncier rural. Camille voulait y assister. Elle entra avec son fils, s'installa discrètement à l'arrière. Le discours était classique, mais elle voulait entendre les mots utilisés, comprendre les tendances, repérer les figures montantes. Elle prenait des notes quand elle sentit un mouvement à sa droite. Un homme venait de s'asseoir 2 rangs devant elle. Il avait la silhouette vieillie, les épaules toujours droites mais affaissées par le temps, les cheveux gris peignés avec rigueur. Camille cessa d'écrire. Elle sentit son souffle se couper une fraction de seconde. Elle reconnut le col de son manteau.
La manière dont il se tenait, cette raideur dans la nuque. C'était Bernard. Elle ne bougea pas. Louis ne le remarqua pas, absorbé par la brochure de la conférence. Camille, elle, ne pouvait détacher les yeux de cette nuque qu'elle avait vue pendant toute son enfance, à la table du dîner, dans les champs, au volant du vieux pick-up. Il n'avait pas changé, ou si peu, seulement vieilli, aminci, mais son port restait celui d'un homme sûr de son autorité. Et pourtant, à cet instant, il paraissait presque seul. Il tourna légèrement la tête, comme pour chercher quelqu'un. Son regard balaya la salle, passa sur elle sans s'arrêter. Il ne la reconnut pas. Camille resta figée, mais son cœur battait si fort qu'elle en sentait les pulsations jusque dans les tempes. L'espace d'un instant, elle se demanda si elle devait partir, éviter cette confrontation prématurée. Mais elle resta. Elle n'avait rien à cacher. C'était lui qui portait le poids du passé, pas elle. La conférence se termina. Les participants sortirent, bavardant à voix basse. Bernard resta quelques secondes de plus, comme hésitant. Camille se leva avec Louis, se dirigea vers la sortie. Elle passa à quelques mètres de lui. Leurs regards se croisèrent enfin. Il fronça les sourcils, comme troublé. Ses yeux se plissèrent, tentant de lire un souvenir enfoui. Mais Camille détourna les yeux sans ralentir. Il ne dit rien. Elle non plus. Dehors, l'air était plus froid. Louis lui parla d'un tracteur dernier cri qu'il avait vu plus tôt. Camille l'écouta, hochant la tête, mais son esprit était ailleurs. Ce face-à-face silencieux, ce presque reconnaître, l'avait ébranlée plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle s'arrêta près d'un stand de pommes et en acheta 2. Louis en prit une, croqua dedans. Elle fit de même, fixant un point invisible au loin. Elle repensa à la dernière fois qu'elle avait vu Bernard, ce jour où il lui avait fermé la porte au nez, la condamnant à l'errance. Aujourd'hui, il ne l'avait pas reconnue. Elle avait changé, certes, mais était-ce seulement cela? Ou était-ce qu'il avait effacé d'avance la possibilité qu'elle puisse revenir, debout, digne, active dans ce même monde qu'il croyait dominer? Elle s'interrogea longuement sur ce qu'elle avait ressenti. Pas de haine, pas de désir de confrontation immédiate. Juste une forme de vertige. L'histoire qu'elle portait en elle avait croisé sa source, mais sans se dévoiler. Elle n'était plus la fille rejetée, mais une femme complète, accompagnée de son fils, agissant pour un futur collectif. Et lui, figé dans le rôle du patriarche désarmé, l'ignorait encore. Ce soir-là, de retour chez elle, Camille écrivit une page dans son journal. Elle y nota chaque détail de la rencontre, chaque impression. Elle n'avait plus besoin de preuves, ni de revanche. Elle avait vu de ses propres yeux que son père n'était plus une menace. Il était un homme vieillissant, seul au milieu d'un monde qu'il ne contrôlait plus. Et elle, sans avoir eu besoin d'un mot, lui avait montré qu'elle existait, forte, debout au milieu des siens. Une pluie fine tombait depuis l'aube sur les toits de tuiles rouges de Dijon. Dans le calme d'un dimanche sans rendez-vous, Camille avait décidé de trier de vieux cartons qu'elle avait remisés dans le grenier de la maison, qu'elle occupait désormais avec Louis. C'était une tâche qu'elle remettait sans cesse à plus tard, entre projets à gérer, réunions à animer et les heures précieuses qu'elle consacrait à son fils. Ce matin-là, elle se laissa guider par un besoin instinctif de revisiter les fragments d'un passé qu'elle pensait avoir archivé à jamais. Sous des piles de livres techniques, de carnets de notes universitaires et de vieux vêtements, elle trouva une boîte couverte de poussière, fermée par un ruban délavé. Elle reconnut aussitôt la boîte. C'était celle qu'elle avait emportée dans la précipitation, le jour où Bernard l'avait expulsée de chez elle. À l'époque, elle n'avait pris que quelques affaires personnelles, des vêtements, quelques photos, et cette boîte qui contenait ses souvenirs d'enfance comme un talisman muet. Elle l'ouvrit lentement, le cœur serré sans comprendre pourquoi. À l'intérieur, elle retrouva des dessins au crayon, des feuilles colorées, des cartes postales envoyées par une institutrice bienveillante et, tout au fond, un petit carnet en cuir brun. Elle le reconnut immédiatement. C'était le carnet qu'elle tenait lorsqu'elle avait 10 ou 12 ans, à l'époque où elle suivait parfois son père dans les champs. Ce carnet était son refuge, son espace de liberté entre les règles rigides de Bernard et l'absence silencieuse laissée par la mort de sa mère. Elle s'assit par terre, le carnet ouvert sur les genoux. Les pages étaient jaunies, l'encre parfois estompée, mais les mots et les dessins sautaient aux yeux. Elle y retrouvait des plans sommaires de la ferme, des croquis de vaches et de poules, des notes sur les saisons, des rêves d'aventure loin des champs, mais aussi des phrases tremblantes comme
Un jour, je cultiverai à ma manière. Ou la terre est belle quand on l'écoute. Ces mots simples, tracés par une enfant qui ne comprenait pas encore les dynamiques du pouvoir, portèrent déjà la graine de ce qu'elle était devenue. Chaque page tournée était un retour en arrière douloureux et tendre. Elle se vit à nouveau courir dans les allées des vignes, se cacher dans les greniers pour lire, observer son père à distance, tentant de comprendre ce qui le rendait si distant, si inflexible. Elle se souvint de leurs rares moments de complicité, les matins d'hiver où il buvait un chocolat chaud en silence, les quelques fois où il lui avait montré comment greffer une vigne. Mais ces souvenirs étaient toujours accompagnés d'une ombre, celle de la peur, de la distance, de l'incommunicabilité. Le carnet contenait aussi des cartes qu'elle avait dessinées à la main, des itinéraires secrets dans la ferme, des zones où elle aimait se réfugier, des légendes inventées pour donner un sens au monde fermé qui l'entourait. En les relisant, Camille sentit monter une émotion complexe. Ce n'était pas la douleur d'avoir été rejetée, c'était quelque chose de plus ancien, plus intime. Le regret d'avoir été une enfant sans place dans un univers trop dur pour elle. Mais ce qui frappa le plus Camille, ce ne fut pas ce retour en arrière. Ce fut la prise de conscience claire et irréversible que ce carnet ne parlait pas de soumission à un héritage. Il parlait de transformation. Elle avait rêvé, enfant, de faire les choses autrement. Et c'était exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait pris la terre, non pour la reproduire, mais pour la recréer. Elle n'avait jamais été l'ennemie de son père. Elle avait été, dès le départ, l'alternative silencieuse à son autorité. Elle ferma doucement le carnet, le posa sur la table et resta là, longtemps, les mains jointes. Elle pensait à la ferme qui serait bientôt vendue, à ce qu'elle avait voulu en faire, à ce qu'elle pourrait en faire aujourd'hui. La question de la vengeance, longtemps refoulée, revenait avec une nouvelle couleur. Était-ce vraiment de cela qu'il s'agissait? Humilier Bernard, le faire plier, prendre sa terre sous ses yeux? Elle en doutait de plus en plus. Elle voulait transformer ce lieu, oui, mais non pas pour régler un compte, pour offrir à d'autres ce qu'elle n'avait pas eu, un espace où apprendre sans peur, où grandir sans honte, où cultiver sans subir. Elle voulait que la ferme du roi devienne un symbole de passage, non de domination, un territoire de réconciliation, non de revanche. Le soir, elle raconta à Louis ce qu'elle avait retrouvé. Il lui demanda s'il pouvait lire le carnet. Elle accepta. Il le parcourut avec attention, fasciné par les dessins, les phrases simples, les rêves d'enfant. Puis il leva les yeux vers elle. « Tu étais déjà une agricultrice. » Camille sourit, les yeux brillants. « Non, pas encore. J'étais une fille qui voulait comprendre le monde. Maintenant, je veux le faire pousser. » Ils passèrent la soirée à parler des projets à venir. Louis proposa des idées, évoqua la possibilité d'un potager communautaire, d'un verger ouvert aux écoles. Camille l'écoutait, se rendant compte à quel point cet enfant devenu jeune homme portait lui aussi une vision différente mais complémentaire. Il ne parlait plus du passé, ni de Bernard. Il parlait du sol, de l'eau, des graines, de ce qu'on choisit de transmettre. Le carnet resta sur la table plusieurs jours. Camille le feuilletait parfois, y trouvant une force tranquille. Elle ne savait pas encore comment elle affronterait Bernard lors de la vente. Mais elle savait désormais pourquoi elle le ferait. Et cette raison était plus forte que la douleur. Elle était enracinée dans l'amour d'une terre que même le rejet n'avait pu arracher de son cœur. Le jour de la vente était arrivé. Un matin sec et froid s'était levé sur la campagne bourguignonne, et avec lui une tension sourde que Camille n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'était levée tôt bien avant Louis, s'était habillée lentement, choisissant une tenue sobre mais élégante, un manteau bleu nuit, un pantalon noir impeccable, des bottines cirées et une écharpe en laine grise nouée avec soin. Elle ne cherchait pas à impressionner mais à marquer sa présence, sans ostentation, sans provocation. Elle savait que cette journée ne serait pas seulement une affaire de terre. Ce serait une page tournée, une scène silencieuse mais définitive entre elle et Bernard. L'office notarial où se déroulerait l'adjudication se trouvait dans une petite ville à une 40aine de kilomètres de Dijon. Camille fit le trajet seule, les mains sur le volant, l'esprit clair. Elle avait relu tous les documents, validé les financements, consulté ses partenaires. Tout était prêt. Le consortium qu'elle représentait avait l'offre la plus solide, les garanties les plus sérieuses, les projets de réhabilitation les plus détaillés. Il ne s'agissait pas simplement d'acheter une terre. Il s'agissait de prouver, par la structure même de l'offre, que cette acquisition n'était ni un caprice ni un acte de revanche,
mais l'aboutissement logique d'un travail de fond. En entrant dans la salle de vente, elle sentit immédiatement les regards. Certains la connaissaient. D'autres cherchaient à deviner qui elle était. Les habitués des transactions foncières se reconnaissaient d'un coup d'œil, mais Camille n'était pas une figure du vieux monde agricole. Elle représentait autre chose, une génération nouvelle, une manière différente d'habiter la terre. Elle s'assit sans un mot, ouvrit son dossier, sortit un stylo, regarda autour d'elle. Bernard n'était pas encore arrivé. Il entra 10 minutes plus tard, silhouette plus voûtée, démarche lente mais encore ferme. Il portait un manteau de laine sombre, une écharpe soigneusement placée, un chapeau à la main. Il ne regarda personne. Il alla s'asseoir, 2 rangs devant elle, sans remarquer sa présence. Camille l'observa quelques secondes. Ce n'était plus le titan froid de son enfance. C'était un homme vieillissant, encore droit mais entouré de solitude. Il n'avait pas d'avocate à ses côtés, pas de conseiller. Il venait seul, comme s'il voulait être le dernier témoin de la chute qu'il n'avait su éviter. Le notaire entama la séance, exposant les termes de la vente, la situation des dettes accumulées, les conditions d'adjudication. Le bien principal, la ferme Duroy et ses dépendances, serait proposé en un seul lot. Les enchères commenceraient à un prix plancher fixé par le tribunal. Bernard ne bougea pas. Camille non plus. Elle attendait le moment précis où elle dévoilerait son jeu. Quand le lot fut annoncé, les candidats intéressés furent invités à se manifester. 3 mains se levèrent. Celle de Camille, celle d'un industriel local et celle d'un investisseur parisien. Les premières offres furent prudentes, presque mécaniques. Camille suivait, ajoutant quelques milliers d'euros, gardant un ton posé, sans émotion apparente. L'industriel abandonna au bout de 5 tours. Le Parisien continua mais sans réelle conviction. Le visage de Bernard, jusque-là figé, se contracta légèrement. Il tourna la tête, observant enfin les participants. Et alors, il la vit. Ses yeux la fixèrent. Longuement. Il fronça les sourcils, plissa les paupières. Camille ne détourna pas le regard, elle le soutint, droit dans les yeux. Un silence pesant s'installa dans la salle. Le notaire, surpris par la pause, demanda si une nouvelle offre serait faite. Camille leva la main. Elle annonça un chiffre précis, significatif, suffisamment élevé pour dissuader toute surenchère, mais conforme à la valeur réelle des terres. Le Parisien hésita, consulta ses notes, puis secoua la tête. Le notaire confirma que c'était l'offre la plus haute. Il entama le compte à rebours habituel. 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Un murmure parcourut la salle. Bernard ne bougea pas. Il restait immobile, les yeux toujours fixés sur Camille. Elle rangea ses documents, referma son dossier, se leva calmement. En passant près de lui, elle s'arrêta 1 seconde. Il ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Elle inclina légèrement la tête. Ni défi, ni pitié. Juste un signe de reconnaissance. Puis elle sortit. Dehors, l'air était tranchant. Camille inspira profondément, sentant le poids invisible qui quittait ses épaules. Ce qu'elle venait de faire n'était pas un triomphe. C'était un acte de justice silencieuse. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas humilié. Elle avait repris ce qui, depuis des années, était resté en suspens. Non pas un territoire, mais une dignité. Sur le chemin du retour, elle pensa à Louis, à Margot, à toutes les personnes qui l'avaient aidée, soutenue, écoutée. Elle n'était jamais vraiment seule. Et à présent, elle savait que ce qu'elle bâtirait sur cette terre serait bien plus qu'un projet agricole. Ce serait une mémoire réconciliée, une mémoire offerte aux autres, aux enfants, aux oubliés. Ce ne serait pas un monument à son nom, ce serait une promesse tenue, en silence, par la terre, pour toujours. Les jours suivant la vente furent à la fois calmes et intenses. Calmes, parce que Camille ressentait une paix nouvelle, une certitude tranquille d'avoir accompli un acte juste. Intense, parce que la nouvelle s'était répandue dans les cercles agricoles et administratifs de la région. Le nom de Camille était désormais publiquement associé à la reprise de l'ancienne ferme Duroy. Ce qui avait été fait dans le silence devenait peu à peu un fait établi. Les commentaires allaient de l'admiration discrète à l'incompréhension muette. Mais aucun ne remettait en cause sa légitimité. Elle n'attendait rien de plus. Pourtant, 3 jours après l'adjudication, alors qu'elle travaillait dans un petit bureau aménagé dans la maison, elle entendit frapper à la porte d'entrée. Elle descendit, curieuse, essuya ses mains tachées d'encre. En ouvrant, elle le vit. Bernard. Il était là, debout sur le perron,
chapeau à la main, le regard fixe. Elle ne ressentit ni peur ni colère, juste une étrange sérénité. Il avait visiblement marché depuis le village, car ses chaussures portaient encore des traces de boue sèche. « Est-ce que je peux te parler ?» La voix était rauque, lente. Camille hésita, puis s'écarta. Il entra, retirant son manteau avec une lenteur presque cérémonielle. Elle le guida jusqu'à la cuisine, lui servit un verre d'eau. Aucun mot superflu. Ils s'assirent face à face, exactement comme des années plus tôt dans cette ferme où le silence avait été la règle. Mais ici, le silence ne pesait plus. Il attendait. « Je n'ai pas reconnu ton visage l'autre jour. C'est après, en sortant. C'était toi. » Évidemment. Camille ne répondit pas. Elle savait qu'il avait besoin de parler, qu'il portait, à sa manière, un poids qui ne pouvait plus être tu. « Tu m'as surpris. Je ne pensais pas. Je croyais que tu étais parti pour toujours. » Elle hocha doucement la tête. « Je suis parti. Mais je ne me suis pas perdu. » Il la regarda longuement. Ce regard qui autrefois l'intimidait, l'enfermait, semblait désormais cherchant, presque implorant. Il y avait dans ses yeux une fatigue ancienne, faite de solitude et de regrets non exprimés. « Je ne vais pas te demander pardon, dit-il après un silence. Pas parce que je ne le devrais pas, mais parce que je ne saurais pas comment. Je t'ai jugé. J'ai réagi comme un idiot. J'ai voulu protéger un nom, un héritage, et j'ai oublié l'essentiel. » Camille resta droite, les mains jointes sur la table. Elle l'écoutait, mais sans émotion apparente. C'était comme si elle assistait à un spectacle attendu, dont elle connaissait les répliques avant qu'elles ne soient dites. « Tu as tout fait seul, je le vois maintenant. Tu as bâti quelque chose, beau, fort, respecté. Et tu ne m'as jamais cherché. Pas une lettre, pas un mot. C'était ta manière de me répondre, je suppose. »« J'ai écrit une lettre, dit-elle calmement, mais je ne l'ai jamais envoyée. » Il baissa la tête. Ce détail semblait l'atteindre plus que tout le reste. Il resta silencieux un long moment, les doigts crispés autour du verre. Camille l'observait, sans haine, sans désir de revanche. Ce qu'elle voulait, elle l'avait déjà obtenu. Non une humiliation, mais une vérité visible. Elle avait avancé sans lui, et il ne pouvait plus l'ignorer. « Je ne veux pas racheter la terre, » reprit-il. « Je ne suis pas venu pour négocier, ni pour réclamer quoi que ce soit. Je voulais seulement comprendre. Pourquoi ?» Elle le fixa, le regard clair. « Parce que j'en avais le droit. Parce que cette terre, malgré tout, m'appartenait aussi. Pas légalement, mais dans mon histoire, dans mes souvenirs, dans mes rêves. Et parce qu'on ne construit rien de juste sur un rejet. » Il acquiesça lentement. « Tu vas en faire quoi ? La transformer en centre de culture durable, en lieu de transmission, en coopérative ouverte. Pas une exploitation de plus, mais un projet vivant. Je veux que d'autres puissent apprendre ce que je n'ai jamais eu le droit de savoir. Et surtout, je veux que Louis grandisse là où je n'avais pas de place. » À l'évocation du prénom de son petit-fils, Bernard tressaillit légèrement. Il n'avait jamais demandé à le voir, et Camille ne lui proposa pas. Ce moment n'était pas destiné aux rencontres, mais à la clarté. « Que tu ne m'en veux pas ?» demanda-t-il enfin, presque dans un souffle. « Ce n'est plus la question, je ne vis pas pour entretenir une colère. J'ai eu mal, oui, j'ai été seul, j'ai eu peur, j'ai douté, mais tout ça, je l'ai traversé. Et aujourd'hui, je veux transmettre, pas punir. » Bernard hocha lentement la tête. Il sembla vouloir dire quelque chose d'autre, mais renonça. Il se leva, remit son manteau. Camille l'accompagna jusqu'à la porte. Il s'arrêta sur le seuil, regarda le jardin, les fleurs plantées avec Louis quelques mois plus tôt, les outils bien rangés, la terre retournée avec soin. « C'est beau, » dit-il simplement. Camille ne répondit pas. Elle n'avait plus besoin d'approbation. Il fit quelques pas puis s'arrêta. « Tu lui parleras de moi ?»« Oui, mais à ma façon. » Il hocha la tête une dernière fois et s'éloigna, les épaules basses, le pas lent. Camille referma la porte, resta un moment debout dans le silence de la maison. Elle ne se sentait ni soulagée ni bouleversée, seulement en paix. Ce chapitre si long, si lourd venait de s'achever, non par une explosion, mais par un simple échange. La conversation impossible avait eu lieu, et c'était suffisant. Les travaux commencèrent au début du printemps, alors que les dernières gelées se retiraient lentement et que les premiers bourgeons apparaissaient timidement sur les arbres. Camille, entourée d'une équipe variée de jeunes agriculteurs, d'anciens ouvriers agricoles et de techniciens venus de divers coins de la région,
dirigeait la transformation de l'ancienne ferme du roi. Ce lieu, autrefois symbole d'autorité rigide, de solitude et de silence, devenait peu à peu un espace de vie, d'échange et d'innovation. La terre, retournée, aérée, enrichie, retrouvait une respiration. Les bâtiments furent restaurés avec soin. Les anciennes étables furent converties en ateliers pédagogiques, les granges en espaces de stockage et de conditionnement. Une serre géante fut installée, alimentée par des systèmes d'irrigation éco-responsables et des panneaux solaires. La maison principale, austère et imposante, fut réaménagée en espace communautaire, avec une cuisine partagée, une bibliothèque rurale, une salle de réunion ouverte à tous les habitants des villages alentours. Camille passait ses journées sur le terrain. Elle ne dirigeait pas depuis un bureau. Elle plantait, creusait, installait des filets, testait des semis avec Louis, qui était désormais son plus fidèle compagnon de projet. L'adolescent connaissait les noms des plantes, aidait à monter les clôtures, dessinait sur un carnet des plans de jardin partagés. Il n'avait pas hérité de l'ombre de son grand-père, mais de la lumière que sa mère avait portée toute sa vie. La ferme devenait un lieu de passage pour des stagiaires venus d'écoles agricoles, pour des familles exclues du système foncier classique, pour des retraités souhaitant transmettre leur savoir. On y accueillait des enfants pour des classes vertes, on y organisait des week-ends de formation sur le compostage, les rotations de culture, la permaculture. Tout reposait sur un principe simple. La terre est à ceux qui la respectent et non à ceux qui l'accaparent. Le nom de Bernard, effacé des registres fonciers, restait suspendu dans l'air, mais personne ne le prononçait. Camille n'interdisait pas qu'on en parle, mais elle n'en ressentait plus le besoin. Même Margot, toujours présente, désormais plus spectatrice qu'actrice, comprenait que ce qui se jouait ici dépassait de loin les histoires personnelles. C'était un renversement silencieux de toute une logique. L'autorité avait été remplacée par l'écoute, la propriété par la responsabilité partagée. Chaque coin du domaine portait une empreinte nouvelle. Là où se dressait autrefois une porcherie décrépite, une pépinière de plantes médicinales avait été installée. Le vieil abreuvoir, inutilisé depuis des années, fut transformé en bassin de récupération d'eau de pluie, autour duquel des fleurs sauvages et des légumes racines prospéraient. Le vieux chêne au fond de la cour, témoin muet de générations, devint le centre d'un petit amphithéâtre naturel où l'on racontait des contes aux enfants le samedi après-midi. Camille écrivait régulièrement des lettres ouvertes à la communauté. Elle y parlait des récoltes, des décisions prises en assemblée, des erreurs commises, des réussites collectives. Elle refusait l'idée d'un chef absolu. Elle se voulait gardienne, facilitatrice, jamais détentrice du pouvoir. Cela bousculait parfois les habitudes, créait des lenteurs, mais renforçait chaque lien. Personne n'était ignoré. Chacun pouvait proposer, corriger, réinventer. Bernard, lui, vivait toujours dans le village voisin. Il passait parfois en voiture, ralentissait devant les clôtures, regardait les allées bordées de lavande, les enfants courir, les femmes discuter autour d'un potager. Il ne descendait jamais, ne demandait jamais rien. Il observait. Camille le savait, et elle ne l'empêchait pas. Elle n'avait pas besoin de le repousser. Il n'était plus un danger. Il était une ombre ancienne sur une terre en pleine lumière. Louis lui demanda un jour, alors qu'il récoltait des tomates mûres, « Tu crois qu'il est fier de ce qu'on a fait ?» Camille prit une tomate, la regarda un instant. « Je crois qu'il comprend, et c'est suffisant. » Elle ne voulait pas rouvrir des blessures. Ce qui importait, c'était que la ferme parlait pour elle. Elle ne criait pas vengeance. Elle murmurait changement. Chaque pousse, chaque rangée de haricots, chaque ruche installée sur la colline disait « Nous avons choisi une autre voie. » Au mois de juin, la ferme atteignit son rythme de croisière. Les récoltes affluaient, les visiteurs augmentaient, les demandes de participation se multipliaient. Camille décida de structurer le projet sous forme de fondation, assurant ainsi sa pérennité au-delà de sa propre direction. Elle réunit ses partenaires, officialisa les statuts et fit en sorte que la terre ne puisse jamais être revendue à des fins spéculatives. C'était son dernier acte de rupture avec le modèle de Bernard. La terre ne serait plus jamais un objet de pouvoir, mais un espace de partage. Le soir, lorsqu'elle observait les champs depuis la véranda, un thé à la main, elle pensait à la route parcourue. À cette fille chassée, enceinte et sans avenir, qui avait dormi dans un foyer sans savoir ce que le lendemain lui réserverait. Et à cette femme qu'elle était devenue, debout, au centre d'un monde qu'elle avait choisi de reconstruire à sa manière.
Ce n'était pas une revanche, c'était un renouveau. Et tout autour d'elle, la terre poussait, lente, profonde, vivante. Le jour de l'inauguration arriva par un matin clair de septembre. Le ciel était d'un bleu serein. Les rayons du soleil caressaient les toits rénovés de la ferme, et une légère brise faisait danser les drapeaux colorés accrochés aux poteaux de bois. La foule affluait peu à peu depuis les villages environnants. Il y avait des agriculteurs, des enseignants, des familles, des jeunes en formation, des journalistes discrets et même des élus locaux curieux. Tous venaient assister à un événement que personne, 10 ans plus tôt, n'aurait pu imaginer. La renaissance de la ferme du Roi, devenue un symbole d'inclusion, de transmission et de transformation écologique. Camille se tenait à l'entrée de la maison principale, entourée par ceux qui avaient contribué au projet. Margot, désormais en fauteuil roulant mais le regard toujours vif, Louis, grand et droit dans sa chemise de lin, et une trentaine de membres actifs de la coopérative. Elle portait une robe simple, beige, nouée à la taille, et tenait entre ses mains un petit carnet où elle avait griffonné quelques notes. Ce jour-là, elle allait prendre la parole devant des centaines de personnes. Non pour parler d'elle, mais pour témoigner d'un chemin, d'un choix. L'événement débuta par une visite guidée des nouvelles installations. Les visiteurs purent découvrir les cultures en terrasse, les serres solaires, les ateliers de compostage, le moulin remis en activité, la zone de permaculture expérimentale et les jardins communautaires. Chacun pouvait toucher la terre, goûter les fruits, poser des questions. Les plus âgés reconnaissaient à peine les lieux, stupéfaits de ce qu'était devenue cette exploitation autrefois fermée sur elle-même. Puis vint le moment du discours. Une estrade avait été installée sous le vieux chêne central, et devant elle, des rangées de bancs de bois occupés par des visages attentifs. Camille monta lentement sur la scène. Le silence se fit naturellement. Elle regarda la foule, puis posa le regard sur son fils assis au premier rang. Il y a des années, j'ai quitté ces terres dans le silence. J'y ai laissé derrière moi une maison, un nom, et une part de moi-même que je croyais perdue. J'étais enceinte, seule, et sans avenir apparent. Mais la terre, elle, n'a jamais cessé de m'attendre. La terre ne juge pas. Elle accueille, elle enseigne, elle transforme. Elle fit une courte pause, feuilletant distraitement son carnet, puis continua. Ce lieu que vous voyez aujourd'hui n'est pas une revanche. C'est une réponse. Une réponse à l'exclusion par l'ouverture, une réponse à la domination par la coopération, une réponse à la peur par la transmission. Ce que nous avons construit ici, nous l'avons fait ensemble, pas pour posséder mais pour partager. Elle leva les yeux vers les champs au loin. La ferme que vous découvrez aujourd'hui porte un nouveau nom. Ce n'est plus celle des Duroy. Ce nom appartient au passé. Il appartient à une époque, à un homme, à une manière de voir le monde que je ne veux plus perpétuer. Ce lieu porte désormais un nom que j'ai choisi, avec mon fils. Un nom qui nous relie, non par le sang, mais par les choix que nous avons faits ensemble. Ce lieu s'appelle désormais Ferme Louison Camille. Un murmure d'émotion traversa la foule. Certains applaudirent doucement, d'autres échangèrent des regards discrets. Louis, lui, se leva, rejoignit sa mère sur l'estrade. Elle passa un bras autour de ses épaules. Il tenait dans sa main une plaque de bois sculptée qu'ils dévoilèrent ensemble. Sur cette plaque, en lettres gravées avec soin, figurait le nom « Ferme Louis en Camille, terre partagée, avenir semé ». Après le discours, les festivités commencèrent. On servit un repas collectif, préparé avec les produits de la ferme. Des musiciens locaux jouaient des airs traditionnels. Des enfants couraient entre les tables. Des discussions naissaient entre inconnus. Camille circulait parmi les invités, écoutait, répondait, riait parfois. Elle recevait des mots de gratitude, des histoires semblables à la sienne, des rêves à partager. Elle n'était plus une fille rejetée, elle était une femme ancrée, un repère pour d'autres. En fin de journée, alors que le soleil déclinait lentement sur les collines, elle s'éloigna un peu, seule, pour marcher le long du sentier qui bordait les anciens champs de blé. Là, elle s'arrêta, regardant l'horizon teinté d'or. Elle pensa à sa mère, à Margot, à Bernard. Elle ne ressentait plus de douleur, juste une gratitude muette. Tout avait commencé par une exclusion, mais tout s'était transformé par un acte de foi, celui de croire que l'on pouvait créer un monde à soi, même quand on vous en avait refusé un. Louis la rejoignit, posant une main sur son bras. « Tu es heureuse ?» Elle le regarda, puis répondit avec simplicité « Oui,
parce que ce que nous avons semé, maintenant, pousse. Et dans ce dernier moment de lumière, entre les sillons et les promesses, tout ce qu'elle avait porté, construit, affronté et choisi s'unissait dans une seule vérité. Elle n'avait pas changé le passé, mais elle avait construit un avenir. Et ce nom gravé sur la ferme, ce nouveau nom de famille qu'elle avait créé avec son fils ne serait pas une revanche, ce serait une trace indélébile de transformation.